Ces cris et ces écrits de femmes sont les mots qui frémissent dans ma voix, qui se propagent dans tout mon être, et viennent s'offrir aux femmes violentées par ces hommes, entre guillemets, qui pensent qu'être au féminin, c'est subir leurs lois, comme ils se trompent de chemin. Et s'ils savaient notre force d'aimer et d'être femme. Je vais vous lire une préface de Régine Desforges, Les 100 plus beaux cris de femmes chez Cherche Midi en 1980. Régine Desforges est née en 1935 et morte en 2014. On l'appelait l'éditrice sulfureuse, entre autres. Oh, la découverte de la beauté de l'âme d'une femme, ou la stupeur devant la noirceur d'une autre. Je me suis identifiée à toutes, à la sainte comme à la putain, à la reine comme à la pauvresse, au poète comme à l'ouvrière, à la nonchalante comme à la guerrière, à la mère comme à l'amante, à la lâcheté comme au courage, à la haine comme à l'amour. Elles sont moi, je suis elle. À certains moments de ma vie, des cris de femmes résonnent dans ma tête. Ainsi, quand je perds un amour, comme Ondine, je me sens mourir. Et les yeux pleins de larmes, je murmure, l'herbe est devenue noire. Qu'ajouter après cette courte phrase qui dit mieux dans sa brièveté qu'une longue tirade, toute la douleur de la fin d'une passion amoureuse. Quand au contraire j'aime et je suis aimée, je roucoule avec Louise Labbé. Baise-moi encore, rebaise-moi et baise. Quand je tiens contre moi, ma fille, dernière née, et que je n'en peux plus d'émotion et d'amour devant tant de fragile beauté, un vers de René Broc me revient en mémoire, m'atteignant au plus profond, tant la mort est proche du commencement. Je porte mon enfant et je porte ma mort. J'entends les cris de haine, de désespoir, de peur, de douleur, de colère, de plaisir, de délivrance que balbutièrent ou hurlèrent tant de femmes, créatures de sang ou de rêve, issues de l'imagination des poètes, des écrivains. Non contentes d'envahir mon esprit, elles investissent mon lit, m'enlacent de leurs bras glacés de nuit, leurs lèvres froides cherchent les miennes, baisent mes yeux aux paupières obstinément closes, tandis qu'un hurlement muet emplit ma tête. Leurs rondes folles passent et repassent dans mon cerveau. Elles crient maintenant leurs noms. Antigone, Lou, Thérèse, Juliette, Renée, Louise. Je m'endors comme on se noie avec, lové contre moi, ces fantômes de femmes qui m'appellent et auxquels mes lectures, mes rêves et mes terreurs donnent une vie effrayante et nocturne. Tous ces cris ne sont pas noirs ou désespérés. Certains sont même d'un optimisme gaillard et réconfortant, comme ce mot de Madame de Fontaine-Martel au moment de mourir. Ma consolation est qu'à cette heure, je suis sûre que quelque part, on fait l'amour. Heureux ou malheureux, la réunion de ces cris me relève l'idée que je me fais des hommes, des femmes. En tout cas, ce que je préfère en elles. Elles ont en commun, même dans l'abjection, la douleur, la haine ou la soumission, le sens de l'honneur. Je dis sans crainte du paradoxe que quand elles s'abaissent, elles le font dignement. On s'étonnera peut-être que j'ai mélangé cris réels et cris issus de l'imagination d'écrivains hommes. On aurait tort. Certains hommes nous connaissent mieux que nous-mêmes et ont parlé en notre nom, un peu trop, dira-t-on. Il y a des moments où, ligotés dans les contraintes sociales et religieuses, nous n'osions pas prendre la parole. Les temps ont bien changé. Régine Desforges. Marceline Desbordes de Valmore, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Elle est née en 1786 et morte en 1859. Sa plus grande constance et audace reste d'écrire de la poésie avec une liberté qu'elle feint d'imputer à son innocence et à son ignorance, en revendiquant une solidarité avec les autres femmes à qui elle s'adresse comme à des lectrices privilégiées. Son premier recueil de poèmes est édité en 1819. Son œuvre est sensible, délicate.
Elle séduit ses contemporains comme Verlaine, Rimbaud, Hugo, Lamartine. Elle avait tout dit dans une seule et humble plainte, dans une lettre de femme. Les femmes, je le sais, ne doivent pas écrire. J'écris pourtant, afin que dans mon cœur au loin, tu puisses lire comme en partant. Je ne tracerai rien qui ne soit dans toi-même beaucoup plus beau. Mais le mot 100 fois dit, venant de ce qu'on aime, semble nouveau. Qu'il te porte au bonheur. Moi, je reste à l'attendre, bien que là-bas, je sens que je m'en vais, pour voir et pour entendre, errer tes pas. Ne te détourne point s'il passe une hirondelle par le chemin, car je crois que c'est moi qui passerai, fidèle, toucher ta main. Tu t'en vas? Tout s'en va. Tout se met en voyage, lumière et fleurs. Le bel été te suit, me laissant à l'orage, lourde de pleurs. Mais si l'on ne vit plus que d'espoir et d'alarme, cessant de voir, partageons pour le mieux. Moi, je retiens mes larmes, garde l'espoir. Non, je ne voudrais pas, tant je te suis unie, te voir souffrir. Souhaiter la douleur à sa moitié bénie, c'est se haïr. Marceline des Bords de Valmore. Vous connaissez toutes et tous sans doute Sonia Rykiel. Sonia Rykiel, c'est la mode. Mais c'est aussi une femme qui écrit. Elle est née en 1930 et morte en 2016. Elle a écrit aussi avec son amie Régine Desforges. Elle a écrit le livre, j'aime bien le titre, c'est « Casanova était une femme ». Son premier livre fut à tort incompris, et je la voudrais nue, édité en 1978, en voici un extrait. Tu m'illumines, tu m'emportes. Comme un ruban enlacé, je te suis à travers les routes, les fils, je te rattrape. Mais aussitôt je pars pour que tu accours. Tu m'appelles, tu t'installes sur mon ventre. Je veux rester illuminée, emportée, suspendue, attachée à ton corps pour qu'il me couvre, embrassée de ce manteau noir que tu portes en hiver. Femme-fille, je veux venir à toi, enroulée de ce manteau fermé. Dessous, je serai née et nue et prête. Tu me le feras, cet enfant, dans la cape de ce manteau, dans ces tissus, ces fils, caressés, cachés dans les mots du bonheur, cousus, bâtis dans l'étoffe comme pour une mariée, traitée comme une reine, bousculée. Une toute petite fille rousse, rouge, rouillée, trempée que tu couperas toi-même pour garder le lien, avec le bleu du ciel aux yeux. C'est elle, l'enfant que je veux porter dans les fibres, l'enfant faite dans l'ombre du manteau, décidée, l'âme dans les poches, la fille que tu m'enfanteras doucement, comme un gloria, le bébé mélangé, scintillant, à double chair. Je veux sortir, le ventre plein, rond, démesuré, les seins gonflés de lait, les lèvres rouges, désirées encore pour recommencer. Je veux porter l'enfant, le surporter, déporter par le poids, la mère et son enfant, le sentir, le serrer, savoir qu'elle est en moi, qu'elle est moi, cette boule rouge si petite, si forte qu'elle m'étouffe, qu'elle m'étrangle les reins, qu'elle me nourrit, moi qui l'allaite de mon sang, qu'elle tremble dans mon ventre recouvert de bulles, de transparence, de voile, unie, scellée, racines jointes. Ce bébé perpétuel qu'éclaire mon corps comme le plaisir.
Transporter un enfant, les mains jointes, seulement occupé à le transporter, inondé de la jouissance de sa présence. Dire que le plaisir, il est là, en moi, enfant transformé, beau. Je l'avais déjà dit, être enceinte, c'est la splendeur de tous les sens, éclatée, interminée comme une étoile filée dans l'attente de savoir, comme si je pouvais commander un ou une à mon ventre. Imposer les mains, la bouche, souffler sur la chair. Faites que ça soit une fille. Sorcière illuminée, une femme sortie de moi, enfoncée en moi, un jour dans la rue, enveloppée de ce grand manteau noir. Un manteau de toi qui pousse dans mon corps. Un morceau de toi qui pousse dans mon corps, allongé, dans mes os, pavané, qui dérive de haut en bas, qui cherche la sortie mais qui ne bougera pas parce que je le tiens écrasé sur mon bassin tendu. Une partie de ma vie que j'écoute fascinée comme une autre moi-même, irréelle. Un formidable écho qui soupire sous ma peau, une chose délicate qui portera ton nom avec un T, comme toi, qui avance déjà, je le sens insensé, enragé, fanatique comme sa mère et dangereuse comme son père. Se redresser sous les deux corps et les deux âmes mêlées, hurler que c'est unique d'être désigné pour porter un enfant. Savoir que j'aurai mal, qu'il va me déchirer, me distendre le corps, qu'il sortira de moi en criant, lui aussi, comme toi, tu l'as fait en me le faisant. La première femme dans mes entrailles qui portera une autre femme, comme ma mère m'a déjà portée. Le plaisir de mon ventre est si fort qu'il bouge comme s'il y avait tes deux mains sous ma robe. Violette Leduc, je ne sais pas si vous connaissez, est née en 1907 et morte en 1972. Isabelle me tira en arrière. Elle me coucha en travers de l'édredon. Elle me souleva. Elle me garda dans ses yeux, dans ses bras. Elle me sortait d'un monde où je n'avais pas vécu, pour me lancer dans un monde où je ne vivais pas encore. Les lèvres entr'ouvrirent les miennes, mouillèrent mes dents que je serrais. La langue trop charnue m'effraya. Le sexe étrange n'entra pas. J'attendais absente et recueillie. Les lèvres se promenaient sur mes lèvres. Des pétales m'époussetaient. Mon cœur battait trop haut et je voulais écouter ce scellé de douceur, ce frôlement neuf. Isabelle m'embrasse, disais-je. Elle traçait un cercle autour de ma bouche. Elle encerclait le trouble. Elle mettait un baiser frais dans chaque coin. Elle déposait 2 notes piquées. Elle revenait. Elle hivernait. Mes yeux étaient gros d'étonnement sous mes paupières. La rumeur des coquillages, trop vaste. Renée Vivien, 1877-1809. Surnommée Sappho 1900, elle est une poétesse britannique de langue française. Née à l'époque pas si loin révolue, où l'homosexualité était considérée comme une grave névrose et une maladie mentale, elle fut traitée de femme perverse et libertine. Au cours de sa courte vie, elle a écrit « Cendrée et poudrée »,« Une femme m'apparut »,« La dame à la louve »,« La Vénus des aveugles ». Le poème que je vais vous lire s'intitule « Chair des choses ». Je possède dans mes doigts subtils le sens du monde, car le toucher pénètre ainsi que fait la voix. L'harmonie et le songe et la douleur profonde frémissent longuement sur le bout de mes doigts. Je comprends mieux en les frôlant les choses belles, je partage leur vie intense en les touchant.
C'est alors que je sais ce qu'elles ont en elles, de noble, de très doux et de pareil au chant. Car mes doigts ont connu la chair des poteries, la chair lisse du marbre au féminin contour que la main qui laissait modeler a meurtri, et celle de la perle et celle du velours. Ils ont connu la vie intime des fourrures, toison chaude et superbe où je plonge les mains. Ils ont connu l'ardent secret des chevelures, où se sont effeuillés des milliers de jasmins. Et pareil à ceux-là qui viennent des voyages, mes doigts ont parcouru d'infinis horizons. Ils ont éclairé, mieux que mes yeux, des visages, et m'ont prophétisé d'obscures trahisons. Ils ont connu la peau subtile de la femme, et ses frissons cruels, et ses parfums sournois. Chair des choses, j'ai cru parfois étreindre une âme avec le frôlement prolongé de mes doigts. Ça va? Marguerite Duras. Elle est née en 1914 et morte en 1996. En 1950, elle a écrit Un barrage contre le Pacifique. Elle publie ensuite régulièrement des romans qui font connaître sa voix particulière, avec la déstructuration des phrases, des personnages, de l'action et du temps, et ses thèmes comme l'attente, l'amour, la sensualité féminine ou l'alcool. Comment vous la présentez avec 2 citations? Difficile. Mais j'aime ces 2 citations-là. Écrire, c'est aussi ne pas parler. C'est se taire. C'est hurler sans bruit. J'étais enceinte jusqu'aux dents de tous les mots de l'amour et je ne pouvais plus accoucher d'un seul. L'extrait que je vais vous lire est un extrait de L'Amant. Je n'ai jamais écrit croyant le faire. Je n'ai jamais aimé croyant aimer. Je n'ai jamais rien fait qu'attendre devant la porte fermée. C'est arrivé très vite ce jour-là, un jeudi. Il est venu tous les jours la chercher au lycée pour la ramener à la pension. Et puis une fois, il est venu un jeudi après-midi à la pension. Il l'a emmenée dans l'automobile noire. C'est tôt dans l'après-midi. Elle a échappé à la promenade obligatoire des jeunes filles du pensionnat. C'est un compartiment au sud de la ville. L'endroit est moderne, meublé à la va-vite, dirait-on. Il dit « Je n'ai pas choisi les meubles ». Il fait sombre dans le studio, elle ne demande pas qu'il ouvre les persiennes. Elle est sans sentiment très défini, sans haine, sans répugnance non plus. Alors est-ce sans doute là déjà du désir? Elle en est ignorante. Elle éprouve une légère peur. Lui tremble. Il la regarde tout d'abord comme s'il attendait qu'elle parle, mais elle ne parle pas. Alors, il ne bouge pas non plus. Il ne la déshabille pas. Il dit qu'il l'aime comme un fou. Il le dit tout bas. Puis, il se tait. Elle ne lui répond pas. Elle pourrait répondre qu'elle ne l'aime pas, elle ne dit rien. Tout à coup, là, à l'instant, elle sait qu'il ne la connaît pas, qu'il ne la connaîtra jamais, qu'il n'a pas les moyens de connaître tant de perversité. Elle lui dit
Je préférerais que vous ne m'aimiez pas. Même si vous m'aimez, je voudrais que vous fassiez comme d'habitude avec les femmes. » Il la regarde comme épouvantée. Il demande « C'est ce que vous voulez ?» Elle dit « Oui. » Il a commencé à souffrir, là, dans la chambre, pour la première fois. Il dit qu'il est seul, atrocement seul, avec cet amour qu'il a pour elle. Elle lui dit qu'elle ne veut pas qu'il lui parle, que ce qu'elle veut, c'est qu'il fasse comme d'habitude. Il fait avec les femmes, qu'il emmène dans sa garçonnière. Il le supplie, elle le supplie, de faire de cette façon-là. Il a arraché la robe, il la jette. Il a arraché le petit slip de coton blanc et il la porte ainsi nue jusqu'au lit. Et alors, il se tourne de l'autre côté du lit et il pleure. Et elle, lente, patiente, elle le ramène vers elle et elle commence à le déshabiller. Les yeux fermés, elle le fait, lentement. Il veut faire des gestes pour l'aider, elle lui demande de ne pas bouger. « Laisse-moi. » Elle dit qu'elle veut le faire, elle. Elle le fait, elle le déshabille. Quand elle le lui demande, il déplace son corps dans le lit, mais à peine, avec légèreté, comme pour ne pas le réveiller. La peau est d'une somptueuse douceur. Elle ne le regarde pas au visage. Elle ne le regarde pas. Elle le touche. Elle touche la douceur du sexe, de la peau. Elle caresse la couleur dorée, l'inconnue nouveauté. Il gémit, il pleure. Il est dans un amour abominable. En pleurant, il le fait. D'abord, il y a la douleur, et puis après cette douleur est prise à son tour, elle est changée, lentement arrachée, emportée vers la jouissance, embrassée à elle. Les baisers sur le corps font pleurer. On dirait qu'ils consolent. Des années après la guerre, après les mariages, les enfants, les divorces, les livres, il est venu à Paris avec sa femme. Il lui avait téléphoné. « C'est moi. » Elle l'avait reconnu dès la voix. Il avait dit « Je voulais seulement entendre votre voix. » Elle avait dit « C'est moi. Bonjour. » Il était intimidé. Il avait peur comme avant. Sa voix tremblait tout à coup, et avec le tremblement, tout à coup, elle avait retrouvé l'accent de la Chine. Il savait qu'elle avait commencé à écrire des livres, et puis il n'avait plus su quoi lui dire. Et puis, il le lui avait dit. Il lui avait dit que c'était comme avant, qu'il l'aimait encore, qu'il ne pourrait jamais cesser de l'aimer, qu'il l'aimerait jusqu'à sa mort. Pas facile de rebondir après ça. Xavier Duringer est un dramaturge, scénariste et réalisateur français. Il est né à Paris le 1er décembre 1963. Il dirige une compagnie de théâtre, La Lézarde, pour laquelle il écrit et met en scène les spectacles. Histoire d'homme est un recueil d'une 50aine de monologues écrits pour les femmes. Alors, je lui ai dit comme ça, « Toi, mon gars, tu vas cracher au bassinet. Tu vas cracher. Je vais te mettre les poches comme des fontaines. » Il m'a regardé livide, le mec. Sur son visage, il avait 5 ans et demi, et on venait de lui voler son bicloun à roulettes. Et puis, il a fait un drôle de rictus, genre où j'ai bien pu mettre ma hache. Tu vois le style? Les yeux de fou
Et Jacques, il faisait bien plus vieux que son âge, la bonne cinquantaine, là. Hein. Une bête rouge toute poilue m'a hurlé dessus en frappant la porte de la salle de bain. Je lui ai dit « Tu peux crier tout ce que tu voudras, vociférer !» J'aime bien les mots stylés dans les engueulades. C'est énervant. Tu peux bien gueuler, casser la porte, ça t'empêchera pas de raquer, pauvre connard. Il m'a tapé dessus. J'ai pris une droite plongeante. Il a un poing plus large que ma tête. C'est pour décrire l'animal. C'est un peu un ours, quoi. Quand il se lève sur ses pattes arrière, c'est impressionnant. Et ça aime le miel, ces petites bêtes-là. Il voulait plus que je sorte. Sauf pour aller faire les commissions, il disait. J'aime pas tes manières, tes façons de mater à droite, à gauche, devant, derrière. C'est pas une gonzesse que j'ai, c'est un gyrophare. Ma parole, t'es en détresse ou quoi pour clignoter comme ça? J'aime pas comment tu marches. En te trémoussant comme ça, on dirait que tu veux qu'il te sente le cul à des kilomètres. Mais pourquoi tu te parfumes autant? Je veux plus que tu te maquilles. Je veux plus que tu te maquilles en rouge. Arrête tes brochings, ça me rend fou. Je veux plus que tu sortes voir tes copines à ricaner comme des connes, à vous raconter des histoires de cul et à dessiner la forme de nos bites sur des nappes en papier. Je veux plus que tu travailles. Je gagne assez pour 2, pour 3, pour 4, pour 5, si tu vois ce que je veux dire. Une maison bien tenue, c'est un métier. Putain. Je suis devenue ma boule ou quoi? Qu'est-ce qui fait qu'on se barre pas? Tout de suite? Dans la foulée? Pourquoi on reste encore? Pour essayer? Qu'est-ce qui nous retient? Je vais pas rester une infirmière toute ma vie à me coltiner un malade chronique, un crétin pareil. Ouh là là, faut pas que je m'enferme. Faut que j'aille voir un psy. Une SOS girl. Une toubib. Quelqu'un qui sait ce qu'il faut faire, qui a étudié là-dessus, sur le phénomène. Qui s'y connaît en couple. Qui connaît la question jusqu'au bout des ongles. Qui se frotte à ça toute la journée. La première question que j'ai envie de lui poser à la psy, c'est « Ça va vous dans votre couple? À la maison, tout va bien? Et vous avez quelqu'un pour le ménage? Je veux dire, avec votre homme au lit, il n'y a pas de problème? Il n'y a pas d'usure? Je veux dire, ça va? Il vous fait rire? Il vous étonne? Je veux dire, tout va bien? Il vous respecte? Vous laisse vivre? Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai une de ces envies de laminer cette psy, de lui casser le moral, de me la ruiner, de lui pourrir sa soirée. J'en peux plus. Putain de ce mec. J'en peux plus. Je n'en peux plus, merde, je n'en peux plus. Je vais faire une toute petite lecture de Laïla Slimani. C'est une de mes préférées en ce moment, enfin depuis qu'elle écrit en fait. Elle est née le 3 octobre 1981 à Rabat au Maroc. C'est une journaliste et écrivain franco-marocaine. Elle a notamment reçu le prix Goncourt en 2016 pour son deuxième roman, Chanson douce. Je vous présente un court extrait de son dernier livre, Le parfum des fleurs la nuit. Pourquoi a-t-elle accepté cette proposition d'une nuit blanche, enfermée dans ce musée d'art situé dans les anciennes douanes à Venise? À travers ce livre, elle parle d'elle, de l'enfermement, du mouvement, de voyage, de liberté, de féminité et de féminisme. À travers ces mots légers et graves, elle nous fait chalouper dans son monde qui devient le nôtre.
À présent, seule et pieds nus dans ce musée, je me demande pourquoi j'ai tant voulu être enfermée ici. Comment la féministe, la militante, l'écrivain que j'aspire être peut-elle fantasmer de 4 murs et d'une porte bien fermée? Je devrais vouloir briser les cages, souffler sur les remparts jusqu'à les faire trembler et s'écrouler. Écrire ne peut consister seulement à se retirer, à se complaire dans la chaleur d'un appartement, à construire des murs en briques pour se protéger du dehors et de ne pas regarder les autres dans les yeux. C'est aussi nourrir des rêves d'expansion, de conquête, de connaissance du monde, de l'autre, de l'inconnu. Avoir la paix est un fantasme égoïste. Quand Allah a créé la terre, disait mon père, il avait des bonnes raisons de séparer les hommes et les femmes. L'ordre et l'harmonie n'existent que lorsque chaque groupe respecte les houdoud. Toute transgression entraîne forcément anarchie et malheur. Mais les femmes ne pensaient qu'à transgresser les limites. Elles étaient obsédées par le monde qui existait au-delà du portail. Elles fantasmaient à longueur de journée, elles se pavanaient dans les rues imaginaires. C'est ainsi que commence Rêve de femme, le livre de la sociologue marocaine Fatima Mernissi. Elle y raconte la claustration des femmes sous la surveillance d'un gardien qui portait un trousseau de clés à la taille et fermait tous les soirs la lourde porte en bois. On expliquait aux jeunes filles de cette époque que le monde était traversé par des frontières invisibles, les houdoud, et que toutes celles qui les franchiraient se rendraient coupables de jeter le déshonneur sur le clan. Je n'ai pas grandi dans un harem. On ne m'a jamais empêché de vivre ma vie. Mais je suis le produit de ce monde, et mes arrière-grand-mères étaient des femmes qui croyaient à la nécessité des frontières. Dans tous mes romans, les mères nourrissent à un moment ou à un autre, de manière fugace et honteuse, le désir d'abandonner leur enfant. Elles ont toute la nostalgie de la femme qu'elles ont été avant d'être la mère de quelqu'un. Elles souffrent de devoir construire un nid, un lieu confortable et sûr pour leurs enfants, une maison de poupée dont elles seraient les souriantes prisonnières. Virginia Woolf est sans doute celle qui a le mieux compris à quel point la condition des femmes les contraignait à vivre dans une tension constante entre le dedans et le dehors. Il leur est à la fois refusé le confort et l'intimité d'une chambre à elle, ainsi que l'ampleur du monde du dehors, où se frotter aux autres et vivre des aventures. La question féminine est une question spatiale. On ne peut comprendre la domination dont les femmes font l'objet sans en étudier la géographie, sans prendre la mesure de la contrainte qui est imposée à leur corps par le vêtement, par les lieux, par le regard des autres. En relisant son journal, j'ai découvert que Virginia Woolf avait imaginé une suite à Une chambre à soi. Le titre provisoire en était « La porte ouverte ». Françoise Lefebvre est une femme de lettres françaises, découverte par l'éditeur Jean-Jacques Pauvert. Elle a écrit La première habitude, elle a eu le Grand Prix des lectrices de Elle en 1975, L'or des chambres, dont je vais vous lire un extrait, Le petit prince cannibale, Blanche c'est moi, un album de silence. Chacun de ces livres raconte des épisodes marquants de sa vie, de la première habitude à son dernier livre, un album de silence, une vie amoureuse, vie sentimentale, vie d'errance parfois, et vie en écriture aussi. Un jour, l'homme qu'on aime prend un train. Il n'est pas seul. Une femme en imperméable monte devant lui. Il l'aide en glissant sa main droite sous son bras gauche.
De l'autre main, il porte ses bagages. Elle tourne légèrement la tête vers lui, mais on ne voit pas son visage. D'elle, on gardera l'image d'une femme en imperméable, légère, aérienne, qui monte dans un train. L'homme que j'aime a glissé sa main sous son bras, comme il le faisait pour moi. Elle se retourne, se penche légèrement vers lui, peut-être pour lui dire quelque chose, peut-être pour lui sourire. Un rayon de soleil qui filtre à travers la verrière éclaire ses cheveux. Mais je ne vois pas son visage. La portière claque. Ils disparaissent dans le couloir. Il n'y a plus qu'un reflet de nuages sur les vitres et ce vent très doux que soulève le départ des trains. C'est le premier soleil. C'est le printemps. Nelly Kaplan. Nelly Kaplan est née en 1931. C'est une écrivaine et cinéaste française et elle est décédée dernièrement le 12 novembre 2020. Les contes qui composent ce réservoir d'essence, alors le réservoir des, plus loin, sens, pas l'essence qui coûte cher, est un ensemble de nouvelles où l'amour fou, la folie, la mort, l'égoïsme, l'érotisme, le blasphématoire se mélangent et s'entremêlent. On y croise des femmes panthères, des sorcières syndiquées, des vampires pas très vaillants et surtout une frontière très fine, voire poreuse entre les vivants et les morts. Les femmes dans ces recueils sont cruelles, vibrantes, sensuelles. Ce qu'il y a de plus important derrière le féminisme de Nelly Kaplan, on y perçoit un grand amour des hommes, même quand ils sont morts. Elle a écrit également Mémoire d'une liseuse de draps, qui valut à son éditeur Jean-Jacques Pauvert de subir les foudres de la censure en 1974. Donc la nouvelle que je vais vous lire s'intitule Un fait d'hiver. D'hiver comme la saison. Et comme vous pourrez le constater, il y a toujours un jeu de mots dans ces titres comme circonstances exténuantes, plaisir solidaire, l'amante religieuse, qui m'aime m'essuie. Maintenant, c'est fait. T'es mort. De mes mains. Je ne peux plus rien changer. Je ne regrette rien. Pourtant, oh combien j'ai pu t'aimer. Et que ton amour pour moi était bouleversant. Nos vertiges secouaient le fondement des maisons quand nous hurlions ensemble des découvertes prodigieuses. Te souviens-tu? Ah non, tu peux pas te souvenir, puisque t'es mort. Oh. Tu gis maintenant sur le lit, avec ton beau visage déformé par un rictus d'horreur, tout violet. Ah, il va bien avec la couleur de tes yeux. Si merveilleusement expressif, encadré de longs cils sombres. Ouais, dommage qu'il soit exorbité par l'asphyxie. Oh, mon amour, comment ai-je pu t'étrangler avec mes bas? Ces bas de soie noire qui moulent si bien mes jambes. Te souviens-tu de mes jambes? Elles t'ont toujours terriblement excitée. T'excitent-elles encore? Non, je crois pas. On était en train de s'aimer avec frénésie il y a seulement quelques minutes, mais tu t'en souviens? Oh, j'oublie toujours que tu peux pas te souvenir. Et puis, déplaçant mes jambes entre les tiennes pour que ce soit encore mieux. Tu sais, je me suis aperçue de l'horrible détail. Pourtant, combien de fois je t'avais supplié de renoncer à cette odieuse coutume? Alors, calmement, de ma main libre,
J'ai pris les bas de soie noire que tu avais jetés au pied du lit après me les avoir enlevés avec tes dents. T'en souviens-tu? Non, je sais. Je te touche. Si tu savais comme ton corps refroidit vite, bien sûr en hiver. C'est triste pour quelqu'un de frileux comme toi, mon adoré. Mais je dois te quitter maintenant pour aller tout expliquer aux autorités. Ne crains rien pour moi, mon unique. Je suis sûre qu'on me comprendra. Mais comment pourrait-on ne pas me comprendre? Je t'avais 1000 fois prévenu. Tu m'exaspérais avec ton habitude de ne pas enlever tes chaussettes pour m'aimer. Annie Ernaux est née en 1940. C'est un écrivaine, on va dire. À partir du mois de septembre l'année dernière, je n'ai plus rien fait d'autre qu'attendre un homme. Qu'il me téléphone et qu'il vienne chez moi. J'allais au supermarché, au cinéma, je portais des vêtements au pressing, je lisais, je corrigeais des copies, j'agissais exactement comme avant, mais sans une longue accoutumance de ces actes. Cela m'aurait été impossible, sauf au prix d'un effort effrayant. C'est surtout en parlant que j'avais l'impression de vivre sur ma lancée. Les mots et les phrases, le rire même, se formaient dans ma bouche sans participation réelle de ma réflexion ou de ma volonté. Je n'ai plus d'ailleurs qu'un souvenir vague de mes activités, les films que j'ai vus, des gens que j'ai rencontrés. L'ensemble de ma conduite était factice. Les seules actions où j'engageais ma volonté, mon désir et quelque chose qui doit être l'intelligence humaine, avaient tout un lien avec cet homme. Choisir des toilettes et des maquillages. Lui écrire des lettres. Changer les draps du lit et mettre des fleurs dans la chambre. Acheter du whisky, des fruits, diverses petites nourritures pour la soirée ensemble. Imaginez dans quelle pièce nous ferions l'amour à son arrivée. Je n'avais pas d'autre avenir que le prochain coup de téléphone, fixant un rendez-vous. J'essayais de sortir le moins possible en dehors de mes obligations professionnelles. J'évitais aussi d'utiliser l'aspirateur ou le sèche-cheveux qui m'aurait empêché d'entendre la sonnerie. Celle-ci me ravageait d'un espoir qui ne durait souvent que le temps de saisir lentement l'appareil et de dire « Allô ?» Une fois prête, maquillée, coiffée, la maison rangée, j'étais, s'il me restait du temps, incapable de lire ou de corriger des copies. D'une certaine façon aussi, je ne voulais pas détourner mon esprit vers autre chose que l'attente de lui. J'essayais, devant les gens que je fréquente, de ne pas laisser transparaître mon obsession dans mes paroles, bien que cela réclame une vigilance difficile à maintenir constamment. Durant cette période, je n'ai pas écouté une seule fois de la musique classique. Je préférais les chansons, les plus sentimentales, auxquelles je ne prêtais aucune attention avant, me bouleversaient. Elles disaient sans détour ni distance l'absolu de la passion. Dans les journaux féminins, je lisais d'abord l'horoscope. Il me prenait l'envie de voir sans délai tel film dont j'étais persuadée qu'il contenait mon histoire, comme l'Empire des Sens d'Oshima. Les désagréments de la vie quotidienne ne m'irritaient pas. Je ne me suis pas souciée d'une grève de 2 mois dans la distribution du courrier. J'attendais tranquillement dans les embouteillages. Je comprenais les marginaux, les clients des prostituées, une voyageuse plongée dans un arlequin. Tout ce temps, j'ai eu l'impression de vivre ma passion sur le mode romanesque. Devant la télévision le soir, je me demandais s'il était en train de regarder la même émission ou le même film que moi. Surtout si le sujet en était l'amour ou l'érotisme. Quelquefois, je me disais qu'il passait peut-être toute une journée sans penser une seconde à moi. Au printemps, mon attente est devenue continuelle. Lorsqu'il téléphonait pour qu'on se voie, son appel 100 fois espéré ne changeait rien. Je restais dans la même tension douloureuse qu'avant.
J'étais entrée dans un état où même la réalité de sa voix n'arrivait pas à me rendre heureuse. Tout était manque, sans fin, sauf le moment où nous étions ensemble à faire l'amour. Et encore, j'avais la hantise du moment qui suivrait, où il serait reparti. Je vivais le plaisir comme une future douleur. Il est parti de France et retourné dans son pays il y a 6 mois. Je ne le reverrai sans doute jamais. Au début, quand je me réveillais à 2 heures du matin, cela m'était égal de vivre ou de mourir. Le corps entier me faisait mal. Je voulais à toute force me rappeler son corps. Des cheveux aux orteils. Je sentais ses dents, l'intérieur de sa bouche, la forme de ses cuisses, le grain de sa peau. Le week-end, je m'obligeais à une activité physique forcenée, ménage, travaux de jardin. Le soir, j'étais épuisée, les membres engourdis. J'ai commencé de raconter à partir du mois de septembre, je n'ai plus rien fait qu'attendre cet homme. Pourtant, quand je me suis mise à écrire, c'était pour rester dans ce temps, où tout allait dans le même sens, le choix d'un film à celui d'un rouge à lèvres vers quelqu'un. L'imparfait que j'ai employé spontanément dès les premières lignes est celui d'une durée que je ne voulais pas finie, celui de « en ce temps-là, la vie était belle ». Mais je continuais à vivre, c'est-à-dire qu'écrire ne m'empêchait pas, à la minute où j'arrêtais, de sentir le manque de l'homme dont je n'entendais plus la voix. L'accent étranger ne touchait plus ma peau, qui menait dans une ville froide où une existence impossible à me représenter de l'homme réel. Quand j'étais enfant, le luxe, c'était pour moi les manteaux de fourrure, les longues robes et les villas au bord de la mer. Plus tard, j'ai cru que c'était de mener une vie d'intellectuel. Il me semble maintenant que c'est aussi de pouvoir vivre une passion pour un homme ou pour une femme. Annie Ernaux. Là, il va y avoir une fracture d'écriture, toujours avec Xavier Duringer. Tu veux que je te dise? Il n'est pas attentif. Il croit que ça y est, que c'est gagné, que je suis sa chose, sa panthère noire qu'il trimballe. S'il pouvait me mettre une laisse sans être ridicule, je te jure qu'il le ferait. Je deviens une bête de foire qu'il trimballe de place en place comme un montreur d'ours. Il m'habille mal, me déshabille mal, me couvre de bijoux, des manteaux de fourrure que je déteste. Non pas pour les petites bêtes, mais pour les mythes. La fourrure, on a toujours peur que ça se décompose et porter de la décomposition sur les épaules me dégoûte au plus profond. Ça doit être pour ça que tous les manteaux de fourrure puent le parfum. C'est pour masquer l'odeur de la charogne. Il m'achète des talons hauts pour jouer les bécasses. Il a vu grande sa femme, quitte à la coller sur des échasses. Faut qu'on la voie, cliquetant, clopant, une cigarette au bec, rechercher désespérément les toilettes pour se refaire une petite beauté. Ah, j'ai bu un peu plus de raisonnable, pauvre con. C'est pas moi. Je vous jure. Je vous jure que c'est pas moi. C'est pas moi que je vois dans la glace. Merde. C'est pas vrai. Je suis permanentée. Je suis foutue. J'ai de la laque et des cheveux comme de la barbe à papa. Oh, c'est pas moi. À 2 doigts de me faire tirer les peaux. Qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment j'ai lâché le truc? Moi, comme une clown, du rouge plein la bouche,
C'est pas moi. Faut que j'arrête tout ça. C'est pas moi. Moi, j'ai 15 ans. Et je cours toute nue sur la plage, en jouant avec les vagues. Colette. 1873-1954, romancière, actrice, mime, journaliste, femme d'affaires. Son écriture est d'une sensualité librement épanouie, pour revendiquer le droit de la chair sur l'esprit et ceux de la femme sur l'homme. La bisexualité de Colette joue un rôle important dans sa vie et dans son œuvre. Elle est également l'auteure d'un ouvrage de réflexion sur l'amour et la sexualité, le pur et l'impur, qui puise dans des expériences hétérosexuelles comme homosexuelles. Elle a écrit « C'est mon corps qui pense. Il est plus intelligent que mon cerveau. Il ressent plus finement, plus complètement que mon cerveau. Toute ma peau a une âme. » Ou encore « Faites des bêtises, mais faites-le avec enthousiasme. » Extrait de Des vrilles de la vigne. Laisse-moi, toi qui viens doucement pitoyable poser tes mains sur mon front. Je déteste tout. Et par-dessus tout, la mer. Va la regarder, toi qui l'aimes. Elle bat la terrasse, elle fermente, fuse en mouche jaune, elle miroite couleur de poisson mort. Elle emplit l'air d'une odeur d'iode et de fertile pourriture. Sous la vague plombée, je devine le peuple abominable des bêtes sans pied. Plate, glissante, glacée. Tu ne sens donc pas que le flot et le vent portent jusque dans cette chambre l'odeur d'un coquillage gâté? Oh, reviens, toi qui peux presque tout pour moi, ne me laisse pas seule. Tiens-toi tout près de moi, ordonne à la mer de s'éloigner. Ah, tu secoues la tête. Tu ne veux pas? Tu ne veux pas? Alors va-t'en. Abandonne-moi sans secours dans la tempête, et qu'elle abatte la muraille et qu'elle entre et m'emporte. Quitte la chambre, que je n'entende plus le bruit inutile de ton pas. Non, non, pas de caresse. Tes mains magiciennes et ton accablant regard et ta bouche qui dissout le souvenir d'autres bouches seraient sans force aujourd'hui. Je regrette aujourd'hui quelqu'un qui me posséda avant tous, avant toi, avant que je fusse une femme. J'appartiens à un pays que j'ai quitté. Tu ne peux m'empêcher qu'à cette heure s'y épanouisse au soleil toute une chevelure embaumée de forêt. Rien ne peut empêcher qu'à cette heure l'herbe profonde y noie le pied des arbres d'un vert délicieux et apaisant dont mon âme a soif. Viens, toi qui l'ignores, viens que je te dise tout bas le parfum des bois de mon pays égale la fraise et la rose. Tu jurerais, quand les taillis de ronces y sont en fleurs, qu'un fruit mûri, on ne sait où, ici tout près, un fruit insaisissable qu'on aspire en ouvrant les narines. Tu jurerais, quand l'automne pénètre et meurtrit les feuillages tombés, qu'une pomme trop mûre vient de choir, et tu la cherches et tu la flaires, ici, là-bas, tout près. Et si tu passais en juin entre les prairies fauchées, à l'heure où la lune ruisselle sur les meules rondes qui sont les dunes de mon pays, tu sentirais à leur parfum s'ouvrir ton cœur. Tu fermerais les yeux avec cette fierté grave dont tu voiles ta volupté et tu laisserais tomber ta tête avec un muet soupir. Et si tu arrivais un jour d'été dans mon pays, au fond d'un jardin que je connais, un jardin noir de verdure et sans fleurs, si tu regardais bleuir au lointain une montagne ronde où les cailloux, les papillons et les chardons se teignent du même azur mauve et poussiéreux, tu m'oublierais et tu t'assoirais là pour n'en plus bouger jusqu'au terme de ta vie. Il y a encore dans mon pays
une vallée étroite comme un berceau, où le soir s'étire et flotte un fil de brouillard. Un brouillard ténu, blanc, vivant, un gracieux spectre de brume couché sur l'air humide. Animé d'un lent mouvement d'ondes, il se fond en lui-même et se fait tour à tour nuage, femme endormie, serpent langoureux, cheval à coups de chimère. Écoute encore. Donne tes mains dans les miennes. Si tu suivais dans mon pays un petit chemin que je connais, jaune et bordé de digital d'un rose brûlant, tu croirais gravir le sentier enchanté qui mène hors de la vie. Le chant, bondissant des frelons, fourrés de velours, t'y entraîne et bat à tes oreilles comme le son même de ton cœur, jusqu'à la forêt là-haut, où finit le monde. C'est une forêt ancienne, oubliée des hommes, et toute pareille au paradis. Écoute bien, car, comme te voilà pâle et les yeux grands, que t'ai-je dit? Je ne sais plus, je parlais de mon pays pour oublier la mer et le vent. Te voilà pâle avec des yeux jaloux. Tu me rappelles à toi? Tu me sens si lointaine. Il faut que je refasse le chemin. Il faut qu'une fois encore j'arrache de mon pays toutes mes racines qui saignent. Me voici. De nouveau, je t'appartiens. Je ne voulais qu'oublier le vent et la mer. J'ai parlé en songe. Que t'ai-je dit? Ne le crois pas, je t'ai parlé sans doute d'un pays de merveille où la saveur a de l'air enivre. Ne le crois pas, n'y va pas, tu le chercherais en vain. Tu ne verrais qu'une campagne un peu triste, qu'assombrissent les forêts, un village paisible et pauvre, une vallée humide, une montagne bleuâtre et nue qui ne nourrit même pas les chèvres. Reprends-moi. Me voici revenu. Où donc est allé le vent en mon absence? Dans quel creux de dune boude-t-il fatigué? Un rayon aigu, serré entre deux nuées, pique la mer et rebondit ici dans ce flacon où il danse à l'étroit. Jette ce plaid qui m'étouffe. Vois, la mer verdit déjà. Ouvre la fenêtre et la porte et courons vers la fin dorée de ce jour gris, car je veux cueillir sur la grève les fleurs de ton pays, apportées par la vague fleur impérissable et feuillée en pétales de nacre rose. Ô coquillage! Nous revenons à Marceline Desbordes de Valmore, un poème qui s'intitule Les Séparés. En fait, je pense que vous connaissez tous ce poème parce qu'il a été repris par Julien Clerc et comment il s'appelait, Benjamin Biolay. Ça s'intitule Les Séparés. N'écris pas. Je suis triste et je voudrais m'éteindre. Les beaux étés sans toi, c'est la nuit sans flambeau. J'ai refermé mes bras qui ne peuvent t'atteindre et frapper à mon cœur, c'est frapper au tombeau. N'écris pas, n'apprenons qu'à mourir à nous-mêmes. Ne demande qu'à Dieu, qu'à toi si je t'aimais. Au fond de ton absence, écouter que tu m'aimes, c'est entendre le ciel sans y monter jamais. N'écris pas, je te crains. J'ai peur de ma mémoire. Elle a gardé ta voix qui m'appelle souvent. Ne montre pas l'eau vive à qui ne peut la boire. Une chère écriture est un portrait vivant. N'écris pas. N'écris pas. Ces doux mots que je n'ose plus lire. Il semble que ta voix les répand sur mon cœur, que je les vois brûler à travers ton sourire. Il semble qu'un baiser les empreint sur mon cœur. N'écris pas. Est-ce que vous avez envie d'entendre Simone de Beauvoir sur la vieillesse?
vous avez, mais ça va pas vous donner le moral, hein. Bon, moi je croyais que je ne pouvais pas le lire, mais bon. Oh, ah non, mais il est trop dur, c'est trop dur. Bon, alors, bon, pas la peine de vous la... Bon, elle disait, j'aime bien ce qu'elle dit aussi, je suis un intellectuel. Ça m'agace qu'on fasse de ce mot une insulte. Les gens ont l'air de croire que le vide de leur cerveau leur meuble les couilles. J'aime bien dire ça. Donc c'est un extrait de La force des choses. Oui, en fin de compte, par la force des choses, on vieillit. Ça, je viens d'être illuminée d'un coup. Là. Je viens de comprendre ce que j'allais dire. Je n'arrive pas à y croire. Non, c'est dans le texte. Je n'arrive pas à y croire. Quand je lis imprimé Simone de Beauvoir, on me parle d'une jeune femme qui est moi. Souvent, quand je dors, je rêve que j'ai en rêve 54 ans, que j'ouvre les yeux, que j'en ai 30. Oh, quel affreux cauchemar j'ai fait, se dit la jeune femme faussement réveillée. Parfois aussi, avant que je revienne au monde, une bête géante s'assoit sur ma poitrine. C'est vrai. C'est le cauchemar d'avoir plus de 50 ans qui est vrai. Comment ce qui n'a ni forme, ni substance, le temps, peut-il m'écraser d'un poids si lourd que je cesse de respirer? Comment ce qui n'existe pas, l'avenir, peut-il si implacablement se calculer? Mon 72e anniversaire est aussi proche que le jour si proche de la libération. Pour m'en convaincre, je n'ai qu'à me planter devant la glace. À 40 ans, un jour, j'ai pensé, au fond du miroir, la vieillesse guette. C'est fatal. Elle m'aura. Elle m'a. Souvent, je m'arrête, éberluée devant cette chose incroyable qui me sert de visage. Je comprends la Castiglione qui avait brisé tous les miroirs. Il me semblait que je me souciais peu de mon apparence. Ainsi, les gens qui mangent à leur faim et qui se portent bien oublient leur estomac. Tant que j'ai pu regarder ma figure sans déplaisir, je l'oubliais. Elle allait de soi. Rien ne va plus. Je déteste mon visage. Au-dessus des yeux, la casquette, les poches en dessous, la face trop pleine et cet air de tristesse autour de la bouche que donnent les rides. Mais moi, je vois mon ancienne tête, où une vérole s'est mise dont je ne guérirai jamais. Elle m'infecte aussi le cœur. J'ai perdu ce pouvoir que j'avais de séparer les ténèbres de la lumière, me ménageant au prix de quelques tornades des ciels radieux. Mes révoltes sont découragées par l'imminence de ma faim et la fatalité des dégradations. Mais aussi, mes bonheurs ont pâli. La mort n'est plus dans les lointains une aventure brutale. Elle hante mon sommeil. Éveillée, je sens son ombre entre le monde et moi. Elle a déjà commencé. Voilà ce que je ne prévoyais pas. Ça commence tôt. Et ça ronge. Peut-être s'achèvera-t-elle sans beaucoup de douleur, toute chose m'ayant quitté, si bien que cette présence à laquelle je ne voulais pas renoncer, la mienne, ne sera plus présence à rien, ne sera plus rien et se laissera balayer avec indifférence. L'un après l'autre, ils sont grignotés, ils craquent, ils vont craquer les liens qui me retenaient à la terre. Oui. Le moment est venu de dire jamais plus. Ce n'est pas moi qui me détache de mes anciens bonheurs, ce sont eux qui se détachent de moi. Les chemins de montagne se refusent à mes pieds. Jamais plus je ne m'écroulerai, grisée de fatigue, dans l'odeur du foin.
Jamais plus je ne glisserai solitaire sur la neige des matins. Jamais plus un homme. Maintenant, autant que mon corps, mon imagination en a pris son parti. Malgré tout, c'est étrange de n'être plus un corps. Il y a des moments où cette bizarrerie, par son caractère définitif, me glace le sang. Ce qui me navre, bien plus que ces privations, c'est de ne plus rencontrer en moi de désirs neufs. Ils se flétrissent avant de naître dans ce temps raréfié qui est désormais le mien. Jadis, les jours glissaient sans hâte, j'allais plus vite qu'eux. Mes projets m'emportaient. Maintenant, les heures trop courtes me mènent à bride abattue vers ma tombe. J'évite de penser, dans 10 ans, dans 1 an. Les souvenirs s'exténuent, les mythes s'écaillent, les projets avortent dans l'œuf. Je suis là et les choses sont là. Si ce silence doit durer et qu'il semble long, mon bref avenir. Et quelle menace il enferme? La seule chose à la fois neuve et importante qui puisse m'arriver, c'est le malheur. Ou je verrai Sartre mort, ou je mourrai avant lui. C'est affreux de ne pas être là pour consoler quelqu'un de la peine qu'on lui fait en le quittant. C'est affreux qu'il vous abandonne et se taise. À moins de la plus improbable des chances, un de ces lots sera le mien. Parfois, je souhaite en finir afin d'abréger cette angoisse. Pourtant, je déteste autant qu'autrefois m'anéantir. Je pense, avec mélancolie, à tous les livres lus, aux endroits visités, au savoir amassé qui ne sera plus. Toute la musique, toute la peinture, toute la culture, tant de lieux, soudain, plus rien. Ce n'est pas un miel, personne ne s'en nourrira. Au mieux, si on me lit, le lecteur pensera « Elle en a vu des choses ». Mais cet ensemble unique, mon expérience à moi, avec son ordre et ses hasards, l'opéra de Pékin, les aubes de Provence, Castro parlant à 500 000 Cubains, un ciel de soufre au-dessus d'une mer de nuages, le hêtre pourpre, les nuits blanches de Léningrad, les cloches de la Libération, une lune orange au-dessus du Pirée, un soleil rouge montant au-dessus du désert, Rome, toutes ces choses dont j'ai parlé, d'autres dont je n'ai rien dit, nulle part cela ne se ressuscitera. Si du moins elle avait enrichi la terre, si elle avait engendré quoi? Une colline, une fusée? Mais non, rien n'aura eu lieu. Je revois la haie de noisetiers que le vent bousculait et les promesses dont j'affolais mon cœur quand je contemplais cette mine d'or à mes pieds. Toute une vie à vivre. Elles ont été tenues. Cependant, tournant un regard incrédule vers cette crédule adolescente, je mesure avec stupeur à quel point j'ai été flouée. Xavier Duringer, qu'est-ce que tu crois, mon petit gars? Que tout est rose pour les filles? Plus jamais de cette couleur. Rien n'est rose, rien, il n'y a rien de rose. Gardons cette couleur pour les bonbons, pour la guimauve, pour les sucettes, pour la pochette des Sex Pistols. Jackie était en rose le jour de l'assassinat de JFK, non? Le rose, c'est bon pour les robes de vieillesse, avec un vert émeraude dans liseré. Tout ça, ça va, c'est très beau. Hein. Tout ça, ça va. Mais plus jamais de rose pour les petites filles. Jamais. Vous avez compris? Un texte que j'aime beaucoup, Le frémissement des mots, un extrait de L'amant de Lady Chatterley. Hein? Donc inutile de vous dire qu'il a été censuré, que... Enfin, voilà. Donc l'auteur est né en 1885 et mort en 1930. Et la première publication de L'amant de Lady Chatterley a été en 1960, donc 30 ans après la mort de cet écrivain.
Je vous situe la scène. Ah oui, alors ce que je voulais dire aussi, c'est pourquoi ça a fait tant de bruit. D'abord parce qu'il disait que c'était un texte obscène, mais surtout, c'est qu'il y avait une différence entre cette femme noble qui a aimé quelqu'un de la population, en fin de compte. Donc c'est surtout ça qui a gêné. Oui. Donc là, je vous situe la scène. Lady Chatterley vient pour la 2e fois dans la cabane du garde-chasse. Oui, oui, oui. Alors, elle était mariée, son mari était, je crois qu'il avait été, oui, il était en fin de compte accidenté et il ne pouvait plus marcher. Voilà. Enfin, il savait plus marcher, mais il savait plus non plus faire autre chose. C'était un peu embêtant. On y va? Et comme elle fondait merveilleusement et devenait toute petite dans ses bras, elle lui devint infiniment désirable. Toutes ses veines semblèrent brûler d'un intense et pourtant tendre désir pour elle, pour sa douceur, pour cette pénétrante beauté qu'elle avait dans ses bras et qui lui passait dans le sang. Et doucement, de cette merveilleuse et vertigineuse caresse, de sa main animée d'un doux et pur désir, doucement, il caressait la pente soyeuse de ses reins, plus bas encore, entre ses fesses douces et chaudes, plus près encore de ce qu'il y avait en elle de plus vivant. Elle le sentait comme une flamme de désir, tendre pourtant. Elle se sentait fondre dans la flamme. Elle se laissa aller à lui. Elle céda, avec un frisson qui ressemblait à la mort. Elle s'ouvrit tout entière à lui. Elle frissonna de nouveau à cette entrée en elle, puissante, inexorable, si étrange, si terrible. Ce serait peut-être un coup de sabre dans son corps, doucement ouvert, et alors elle mourrait. Elle s'accrochait à lui, en proie à une soudaine et terrible angoisse. Mais ce fut une lente caresse de paix. La sombre caresse de paix, de puissante et primordiale tendresse, comme celle qui créa le monde aux origines. Et la terreur s'apaisa dans sa poitrine. Sa poitrine se laissa aller en paix. Elle-même ne retient plus rien. Elle laissa tout aller. Elle se laissa aller elle-même, tout entière, dans le flot. Et il lui sembla qu'elle était comme la mer, tout en sombres vagues, s'élevant et se gonflant en une montée puissante jusqu'à ce que, lentement, toute sa masse obscure fut en mouvement et qu'elle devint un océan, roulant sa sombre masse muette, et tout en bas, au tréfonds d'elle-même, les profondeurs de la mer se séparaient et roulaient de part et d'autre en longues vagues qui fuyaient au loin, et toujours au plus vif d'elle-même, les profondeurs se séparaient et s'en allaient en roulant de chaque côté du centre où le plongeur plongeait doucement, plongeait de plus en plus profond, la touchant de plus en plus bas. Et elle était atteinte de plus en plus profond, et les vagues d'elle-même s'en allaient en roulant vers quelques rivages, la laissant découverte. Et de plus en plus près plongeait l'inconnu palpable, et de plus en plus loin roulaient d'elle les vagues d'elle-même qui l'abandonnaient, jusqu'à ce que, soudain, en une douce et frémissante convulsion, le vif de tout son spasme fut touché. Elle disparut. Elle avait disparu. Elle n'était plus. Elle était née. Une femme.
Il n'y a pas de quoi, Lydia. Voilà.